Eh bien, bonjour, bonsoir les amis. Bonjour, bonsoir, parce qu'on ne sait pas trop à quel moment, à quel temps vous allez regarder cette conversation inspirante. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai déjà reçu, que nous avons déjà eu une conversation très inspirante dans un autre temps, dans un autre espace-temps. C'est Franck Hatem. Bonjour Franck, Salut, bonjour Stéphane. comment vas-tu? Ben, ça va très bien quand je suis avec toi, ça va toujours très 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 bien. Eh bien, écoute, pour moi, c'est pareil, déjà. Bon, ça commence bien sous les meilleurs auspices. On parlait de temps, justement, hein. Bonjour, bonsoir, quand est-ce que vous allez regarder le matin, le midi, le soir, au mois de janvier, au mois de peu importe quand. Mais Franck, le temps existe-t-il? C'est ça la question. Ah ben, il y a pas mal de gens qui mettent ça en cause aujourd'hui. Ouais. C'est aussi un subterfuge pour ne pas l'expliquer, à mon avis, dans certains cas. Ah, c'est intéressant, ce point de vue. C'est facile de dire ça n'existe pas, mais ça ne résout pas le problème de le dire. Parce que même s'il n'existe pas, il s'agit d'expliquer pourquoi on a l'impression qu'il existe, Hmm, n'est-ce pas? exactement. Parce que c'est quand même une chose essentielle dans notre vie. Il n'y aurait pas de vie sans temps. Même si c'est une apparence, même si c'est une illusion d'ailleurs. Qu'est-ce qui n'est pas illusion, à part le processus d'illusion lui-même? Mais bon, ça ne résout pas la question, pourquoi est-ce que le temps court? Il court toujours dans la même direction, hein, d'ailleurs, hein, vous avez remarqué ça. Ouais, et dans quelle direction il va alors, ce temps? C'est rare qu'il recule, hein. Voilà. Voilà, voilà. Il va toujours dans le même sens. Donc, aurait-il un but que ça ne nous étonnerait pas, n'est-ce pas? Hmm. Mais un but illusoire ou un vrai but pour le coup? Non, si le but engendre les illusions, c'est que le but est une réalité absolue. Voilà. Sinon, il n'engendre rien du tout. Alors juste par rapport aux gens qui nous écoutent, là, quand on parle d'illusion, est-ce qu'on peut juste, étayer ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'illusion? L'illusion de la séparation? Bon, c'est très simple et ça va nous permettre de parler du temps tout à l'heure, de toute façon. Il suffit de remarquer que que je fasse, quoi que je vive, quelles que soient mes perceptions, etc., tout cela, c'est dans la conscience. Certains pourraient prétendre, et certains le prétendent parce que ça les arrange, parce que ça rassure, que la conscience est un processus qui consiste à observer des choses qui sont extérieures, des choses objectives, un monde, un univers. C'est généralement comme ça qu'on parle de la conscience. Et évidemment, on n'en explique rien. Quand on parle on parle de ça, quand on présente des choses comme ça. Mais euh, si on n'a pas peur de voir les choses en face, si on n'a pas peur de se retrouver face aux réalités de l'être et aux réalités de l'absolu, eh bien, on est bien obligé de constater que tout ce que nous percevons est dans la conscience et pas extérieur à la conscience. Si c'était extérieur, on n'en aurait pas conscience, évidemment. Bon, on a déjà dit ça des tas de fois dans nos conférences. Il faudrait dire où est la conscience. Elle est située dans l'espace, et dans le temps aussi d'ailleurs, mais dans l'espace, pour dire où elle s'arrête, où commence l'objet, où s'arrête ma conscience et où commence l'univers. Bon, c'est totalement absurde comme question. Enfin, c'est pas absurde comme question, mais ça ne permet aucune réponse qui pourrait démontrer d'une façon ou d'une autre que l'objectivité de l'univers existe. C'est ça que je veux dire quand je dis tout est illusion. Il y en a plein qui disent tout est illusion, hein. Je ne suis pas le premier, loin de là. Toutes les traditions ésotériques et religieuses le disent, grosso modo. Mais euh, lâcher ça comme ça, sans donner d'explication et en laissant la personne face à cette solitude, de se dire bah, si tout est dans la conscience, si tout est dans ma conscience, je suis seul, rien n'existe, à quoi bon vivre, etc. Donc il faut être prudent avec ça et reconnaître que si tout est dans la conscience, c'est pas pour cela que ça n'a pas d'importance ou que ce n'est pas la seule réalité avec laquelle que l'on puisse gérer et avec laquelle on puisse avoir des relations. On est là pour ça. On est là pour relationner avec l'univers, même si cet univers est dans la conscience. Et surtout, s'il est dans la conscience d'ailleurs, parce que s'il n'était pas dans la conscience, je me demande bien comment on pourrait relationner avec. Comment pourrait-on aimer qui que ce soit ou quoi que ce soit
si on n'est pas déjà un avec cela, si Mmh. on n'est pas dans la conscience. Si c'est pas dans la conscience, on ne peut pas en avoir conscience, tout simplement. On ne peut pas avoir conscience d'un objet s'il n'est pas dans la conscience. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit dans la conscience. Et c'est la définition même du mot d'illusion. C'est dans la conscience, c'est dans l'esprit. Et donc, il n'y a aucune raison de parler d'objectivité en soi, d'objet en soi, de réalité en soi, comme dirait Kant ou d'autres, beaucoup, qui sont à la recherche de ce nous-mêmes par rapport au phénomène qui serait la perception des choses. Donc, il faut admettre cette idée que euh, tout est conscience, donc tout est esprit, point final. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est la matière n'existe pas. La matière n'a jamais existé, la matière ne peut pas exister. En tout cas, il est impossible de prouver son existence. Donc, exit. Si on n'est pas capable de démontrer ce qu'on affirme, on n'a rien à dire. Donc c'est la sensation de la matière plutôt. On parlerait plutôt d'avoir cette Alors, sensation que cette matière est bien réelle. alors, la sensation de la matière, elle est évidente. Tout le monde est une sensation de matière. Une sensation, c'est de l'esprit. Il viendrait à l'idée de personne de dire qu'une sensation, c'est pas de l'esprit, que c'est de la matière ou que c'est autre chose comme ça. Après, il y en a peut-être qui arriveraient à le dire quand même, parce que quand on cherche à se rassurer, on trouve tous les subterfuges. Le mental est fort pour ça, ouais. Ah oui, très fort. La peur est vraiment très créative. Mais voilà, c'est c'est- c'est ainsi. La matière est un ensemble de sensations. Tout l'univers est un ensemble de sensations. Il y a des couleurs, des formes, des odeurs, tout ce que vous voulez. Mais à aucun moment, on peut dire, voilà, je tiens un objet et cet objet est une réalité indépendante de ma conscience. Comment le prouver? Si je le prouvais, ce serait avec la conscience de toute façon, donc on tournerait en rond. Voilà, c'est ça que ça veut dire illusion. Et c'est pas méchant, c'est pas dangereux, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que on est en relation avec l'univers. Au contraire, ça permet cette relation avec l'univers. Si l'univers est extérieur à la conscience, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir la moindre relation avec. On ne pourrait même pas en avoir conscience. Supposons qu'il existe un objet ou un univers objectif extérieur à toute conscience, bon, bah, qui le saurait? Personne. Ce serait dans la conscience de personne. Donc, on l'ignorerait totalement et on n'en parlerait pas. Il n'y aurait aucune raison d'en parler. Et qu'est-ce que ce serait qu'une conscience qui n'a conscience de rien? Ben, à mon avis, ce ne serait pas du tout une conscience. Ça serait de l'inconscience peut-être? Donc, comment? Ça serait de l'inconscience peut-être? Ce qui est de l'inconscience, c'est surtout de défendre des idées pareilles. Parce que si, c'est évident que si l'univers était une réalité absolue en soi, personne ne pourrait en avoir la moindre conscience. Et la conscience qui n'aurait pas conscience d'un univers ne serait pas non plus la conscience. Donc il n'y aurait rien, ni soi, ni univers. L'affaire est réglée. Alors évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a la conscience, et cette conscience a une forme, et change de forme à chaque instant d'ailleurs. Cette forme, c'est nos univers. Chacun d'entre nous est la conscience qui prend la forme et s'identifie à une forme personnelle, individuelle, d'univers personnel. Et l'objectivité d'un univers en plus de ses perceptions personnelles, ce pas des perceptions, en fait, il n'y a rien à percevoir, de ces sensations individuelles d'univers, est une pure hypothèse totalement indémontrable et donc totalement anti-scientifique. Il faut bien prendre conscience de ça. Si j'affirme qu'il existe un univers, je deviens anti-scientifique. Et si on veut comprendre quelque chose à l'univers, il faut rester rationnel. Il faut rester dans le bon sens et dans la rationalité absolue. Et c'est quoi pour toi l'univers, Franck? Quand tu parles d'univers, c'est quoi ta définition de l'univers? Non, ce n'est pas une réalité, c'est un principe. C'est un principe d'univers qui se vit d'une infinité de façons différentes, une infinité potentielle de façons différentes. Il n'y a pas un univers, il n'y a que la multitude de nos univers personnels. Chacun d'entre nous vit un univers personnel. Et personne ne pourrait dire mon univers c'est le vrai et celui du voisin c'est pas le vrai. Même s'il y a beaucoup de points communs entre nos univers. Mais il y a aussi beaucoup de différences. Toi, tu as un ordinateur, moi j'en ai un autre. Voilà. Ça reste un ordinateur. Et par contre, il y a des points communs.
c'est vrai, heureusement, mais ces points communs, heu, évidemment, si j'ouvre la fenêtre et que je regarde le ciel, je vais voir les mêmes étoiles que toi, mais je ne les verrai pas sous le même angle néanmoins, pas exactement sous le même angle et quoi quoi que je perçoive qui me semble objectif ou qui me semble collectif, eh bien, j'aurai toujours, une façon de le percevoir qui sera différente. Donc nos univers ne peuvent pas être semblables. Il n'y a pas en réalité d'identité entre les univers et rien ne permet de dire qu'il existe un univers. Il faudrait qu'il y ait un univers en plus du fait d'en avoir conscience, ce qui, encore une fois, est totalement indéfendable. On ne peut pas imaginer qu'en plus du fait d'avoir conscience des objets, d'avoir conscience de l'univers, des univers, etc., il existerait en plus un univers dont on ne pourrait rien dire, d'ailleurs, parce qu'on n'en aurait pas conscience. On ne pourrait jamais en démontrer l'existence, puisque quoi qu'on fasse, ce sera toujours avec la conscience qu'on le fera, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des supputations qui tentent et qui prétendent être scientifiques, mais qui ne le sont pas une seconde. La seule scientificité, c'est de s'appuyer que sur des certitudes. Et au-delà de ces certitudes, avec ces certitudes, on peut comprendre l'ensemble des phénomènes, alors qu'avec des hypothèses, on ne peut pas comprendre l'ensemble des phénomènes. Si on pose l'idée que la matière existe ou que l'univers existe indépendamment de la conscience, c'est fini, plus jamais on ne l'expliquera. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Ça fait des siècles que la science essaye d'expliquer l'univers, ou essaye d'expliquer la conscience d'ailleurs, ou essaye d'expliquer d'autres choses. Elle tourne en rond. Elle ne peut rien expliquer. Elle ne peut rien dire ni de la vie, ni de la mort, ni de la matière, ni de l'énergie. Elle ne sait rien de tout ça. Elle ne sait pas ce que c'est que une particule atomique. Elle ne sait pas ce que c'est que l'énergie, ni d'où elle vient, ni où elle va. Elle ne sait rien de tout ça. On ne sait rien du temps, on ne sait rien de l'espace. On ne peut rien en dire scientifiquement. On peut décrire, on peut observer et dire ah bah moi je vois l'univers comme ça. Ah, ça, on peut mesurer des choses qu'on perçoit. Ça, c'est clair. C'est pas un problème. On peut les comparer plus ou moins d'un univers personnel à un autre, mais personne ne peut en démontrer la réalité. Donc, si on ne peut pas en démontrer la réalité, on en fait abstraction. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois qu'on s'en tient à des certitudes et qu'on évacue toute hypothèse indéfendable ou indémontrable, eh bien alors on peut expliquer tous les phénomènes physiques, que ce soit l'espace, le temps, la matière, l'énergie, etc., la vie, la mort. Tout cela s'explique parfaitement et quasi immédiatement, simplement parce qu'on n'a pas fait d'hypothèse. Tant que la science fera des hypothèses, tant qu'elle prétendra être mathématique, ça tournera en rond. C'est comme ça. Ah, on va revenir sur le temps. On n'en est pas parti en vrai, hein, de cette notion de temps, mais tu vois, pendant que tu parlais, il y a 2 choses qui me sont venues. D'abord, tu as parlé d'amour tout à l'heure, tu parlais d'illusion, d'amour, du temps. Donc ça m'a rappelé la chanson de Pascal Obispo, «Le temps, c'est de l'amour». Avait-il raison? Ça, c'est la première chose et la deuxième, c'est que quand tu parlais des étoiles, effectivement, moi, je vais ouvrir mes rideaux, je vais regarder les étoiles et toi, tu vas voir peut-être les mêmes étoiles que moi, mais sous un angle différent et ça me rappelle Max Planck et Einstein, où Max Planck démontrait cet effet de l'observateur et Einstein disait: «Bah, moi, j'aime bien croire que la Lune existe indépendamment du fait que je l'observe». Donc, heu, est-ce que l'inconscient collectif, est-ce que si tout le monde se met d'accord pour dire que ce stylo existe, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il devient une croyance collective qui va matérialiser finalement cette réalité? D'abord, je serais curieux de savoir où ce stylo va être matérialisé dans l'histoire. On C'est peut une question de croyance donc. On peut tous avoir conscience de ce stylo, il n'y a pas de problème. On en aura tous une vision légèrement différente, mais toutes ces visions du stylo seront dans la conscience, ne sont pas extérieures à la conscience. Ce n'est pas parce qu'on en aura tous conscience que subitement il va sortir de la conscience et devenir un objet réel. Absolument. C'est impensable. Donc c'était aussi ce rapport au le temps amour, dont tu parles déjà souvent depuis un certain nombre d'années. Le temps, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Comment on peut l'expliquer? Ben oui, et là tu me lances tout de suite sur la définition et l'explication de l'amour, ce qui est tout à fait à propos. C'est tout à fait notre sujet. Heu, Évidemment, en physique, on ne peut rien expliquer du temps, puisqu'on ne peut rien expliquer de la conscience. La conscience n'est pas un objet physique, donc on ne peut pas comprendre la conscience en physique.
Le temps non plus n'est pas un objet physique. L'univers non plus, dans son ensemble, n'est évidemment pas un objet physique. Par contre, les objets dans le cadre de l'univers, ton stylo, etc., tout cela, ce sont des objets physiques, puisque relatifs les uns aux autres et relatifs pour chacun d'entre nous. On peut les comparer, on peut les mesurer, on peut faire des expériences dessus, etc. Donc, dans ce cadre-là, c'est physique. Mais l'ensemble de tout cela n'est pas physique. L'univers dans son ensemble, ce qu'on appelle l'univers, évidemment, l'univers dans son ensemble n'est jamais physique. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le capter, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas faire des expériences dessus, etc. Le temps, c'est pareil, et l'espace, c'est pareil, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour par rapport à tout ça? C'est très simple. Une fois qu'on a compris la conscience, c'est très simple. Là, on n'a pas encore expliqué la conscience. Mais sans l'expliquer pour autant, maintenant, on l'explique par ailleurs, hein, il n'y a pas de problème. Hein, Mmh, absolument. notre vidéo, etc., on passe notre temps à l'expliquer, mais on ne peut pas répéter tout le temps la même chose non plus. La conscience, c'est ce fait de croire extérieur quelque chose qui en fait est intérieur. Pas intérieur au corps, intérieur à la conscience. Mais le phénomène de conscience lui-même, c'est toujours l'impression que c'est extérieur, c'est-à-dire que c'est extérieur à quelque chose, à soi. Ça, c'est donc la conscience est un phénomène de répulsion, de placer à l'extérieur ce qui en fait, de fait, est dans la conscience. C'est-à-dire c'est dans la conscience et pourtant on a l'impression que c'est extérieur à la conscience. C'est la définition de la répulsion. C'est soi, mais on a l'impression que c'est autre. Donc c'est extérieur, ça semble extérieur. C'est pas extérieur, évidemment, c'est dans la conscience. Mais le processus de conscience lui-même, c'est de se percevoir, d'avoir la sensation que c'est extérieur et de Mmh. s'identifier au centre de cet espace, au centre de cette conscience, au centre de ce qu'on appelle l'univers, en croyant que, en percevant que tout cela est extérieur. Bon, c'est évidemment illusoire, comme on vient de l'expliquer, et le fait que c'est illusoire, que c'est faux, on comprend déjà à demi-mot que forcément il y a une nécessité de revenir à ce qui est vrai, de revenir à ce qui est réel, de revenir à ce qui est effectif, c'est-à-dire que cela c'est soi, que cela est intérieur. Toute la spiritualité va prendre place là-dedans d'ailleurs. C'est ressentir, vivre le fait que l'univers est intérieur à soi. Eh ben, tout ce processus de réintégration de l'univers, c'est de l'attraction et c'est de l'amour. C'est la même chose. L'amour consiste à annuler la séparation qui est le fait de la conscience. L'amour est là pour annuler la conscience. Et je pèse mes mots quand je dis ça. L'amour est là pour annuler la conscience. Mais elle ne l'annule jamais. Et, elle ne peut pas, et il ne peut pas l'annuler. Il ne peut pas l'annuler parce que la raison pour laquelle la conscience place toujours l'univers à l'extérieur est perpétuelle. Cette cause est perpétuelle. Et c'est parce que cette cause est perpétuelle qu'à chaque instant, l'univers est créé et recréé. Personne ne pourrait dire qu'il y a un univers créé une fois pour toutes, hein. Ça change tout le temps. À chaque instant, l'univers est différent. Nous aussi. Notre corps, nos cellules, tout ça, tout est différent. Nos pensées, nos mémoires, tout ça a changé d'un instant à l'autre, évidemment. Donc personne ne peut prétendre que cela a une réalité absolue. C'est un mouvement, c'est une évolution permanente. Cette évolution permanente, c'est l'annulation du processus de répulsion, l'annulation progressive d'un processus de répulsion qui n'est jamais achevé, puisque la cause qui fait la conscience est toujours présente. Donc on n'a jamais l'unité entre soi et l'univers. On tente de le faire, on le fait le plus possible. Spirituellement, on le fait autant qu'on peut, en méditant, etc. On essaie de sentir que je suis un avec le tout, je suis un avec l'univers, etc. Beaucoup de maîtres et de grands spirituels ont eu ces sensations, mais c'est toujours provisoire. C'est-à-dire que c'est un instant d'illumination, un instant d'extase, comme ça, ou un petit temps d'extase, entre De guillemets. grâce. Mmh. Mais en fait, c'est jamais total, c'est jamais absolu et c'est jamais durable. Donc, par contre, on peut avoir la sensation de cet absolu. On peut avoir la sensation que ça peut durer aussi, mais c'est qu'une sensation. On peut le ressentir. On peut vivre, passer toute sa vie
en ressentant son unité avec les choses, avec les animaux, avec les humains, avec tout ça. On peut le ressentir. Il n'empêche qu'on percevra toujours cet univers, ces humains, etc., à l'extérieur, alors qu'ils ne sont pas à l'extérieur. On continuera de les percevoir à l'extérieur. Le processus qui fait la conscience ne peut pas s'éteindre. Et quand on a compris ce processus, évidemment, on comprend que la mort n'est pas possible, qu'il n'y a pas de mort de la conscience, il peut y avoir que la mort du corps, c'est-à-dire un changement, une modification dans la répartition des atomes, etc. Hein. C'est la mort de rien du tout, hein, la mort. Il n'y a rien qui meurt. Il y a juste des atomes qui sont associés d'une certaine façon pendant un certain temps, et puis après, ils sont associés d'une autre façon, où ils sont dispersés, où ils sont, etc. Mais il n'y a rien qui a changé quasiment. L'ensemble est toujours le même. Et après, peut-être, sans doute, et même certainement, d'autres atomes vont s'associer pour créer une autre identification à quelque chose qu'on appellera une nouvelle incarnation, et qui permettra de continuer cette relation avec l'infini, cette relation avec le tout, avec l'univers, avec les autres, puisque de toute façon, le but n'aura jamais été atteint. Le but, c'est-à-dire l'annulation de la conscience, n'aura jamais été réalisé. Le but, c'est-à-dire l'amour absolu, l'unité totale euh, moi-univers, n'aura pas été réalisé. Je reviens, pardon, sur annulation de la conscience, parce que peut-être que les gens qui vont entendre annulation de la conscience, ils vont comprendre qu'en fait, on va détruire la conscience, on va l'annuler, on va la stopper, elle va s'arrêter, elle Oui, s'annule. Qu'est-ce que... oui, et ça va, ils vont trouver ça bizarre. Mais il n'empêche que c'est le but. Le but de l'attraction, c'est d'annuler la répulsion. Il y a répulsion, ensuite, il y a attraction. Attraction. Oui. Mais comme il y a toujours répulsion, l'attraction, elle se fait dans le temps. Elle ne se fait pas instantanément, alors que la répulsion est instantanée. La conscience est instantanée. La conscience, c'est maintenant que ça se fait, c'est maintenant que le processus de conscience euh, fonctionne, a lieu. C'est donc maintenant qu'est créé mon univers. Chacun crée son univers à chaque instant. Chacun est la création par la conscience de son propre univers. Et c'est dans l'instant. Dans l'instant, c'est immédiat. Il n'y a pas de temps pour créer l'univers. Il n'y a pas besoin de temps pour créer l'univers. Pas besoin de 15 milliards d'années pour faire des, des galaxies, hein. Ni 3 ou 4 milliards d'années, hein. Comme on le croit, évidemment. Il y a encore certaines personnes qui croient au Big Bang. Ça se trouve encore. Mais la plupart des physiciens ou des savants n'y croient plus. Ils ont bien compris avec James Webb, etc., qu'il faisait fausse route. N'est-ce pas? On a beau regarder dans ce qu'on croit être le temps, dans le passé, le plus loin possible, à un moment où il devrait y avoir rien, ou quasiment rien, ou pas, en tout cas pas de galaxies, ils en trouvent quand même. Et des galaxies aussi bien formées, aussi bien élaborées que si elles avaient déjà 10 milliards d'années. Euh, non, c'est pas. C'est évident qu'aujourd'hui, ces théories-là sont balayées, même si beaucoup s'y accrochent, évidemment, beaucoup s'y accrochent. C'est pas grave, ça durera le temps que ça durera. Mais ce qui compte, c'est d'avoir compris que c'est dans l'instant que se crée la totalité de l'univers. Ça paraît bizarre comme ça paraît bizarre, mais ça t'arrive de rêver, je suppose. Et tous Oui, ceux bien sûr. qui nous écoutent ici, ça leur arrive de rêver. Quand ils rêvent, bon, ils voient des choses qui se passent, des gens qui passent, des situations, la voiture qui tourne à gauche ou qui va un nouveau paysage, machin. Personne ne se demande dans le rêve comment c'est possible de créer un nouveau paysage instantanément. Et pourtant, c'est instantané. C'est instantané. Le rêve, c'est une création perpétuelle de nouvelles situations instantanées. Il n'y a pas besoin de temps pour ça. Aucun temps. Mais il n'y a aucune différence entre l'univers que l'on vit à l'état de veille et les univers qu'on crée dans le rêve. Il y a des différences de statut parce que la matière le fait de percevoir la matière, pour des raisons encore qui s'expliquent très bien, mais qu'on ne peut pas expliquer tout en 5 minutes, hein, on ne peut pas expliquer tout en 1 heure non plus, toute cette matière revient à une inertie que n'a pas l'inertie des rêves. Dans les rêves, il n'y a pas d'inertie, mais parfois il y en a. Parfois, 15 jours après, on va continuer un rêve qu'on avait commencé 15 jours avant. Ça vous est certainement arrivé avec les mêmes situations, avec des choses qui sont toujours là.
C'est pareil pour tous les objets qui nous entourent, qui sont toujours là. Je vais dormir, je me réveille le matin, les objets sont toujours au même endroit. Ça, c'est uniquement une question d'inertie. Et cette inertie, elle est indispensable. Et c'est cette inertie qui est responsable de ce qu'on appelle le temps. C'est cette inertie. Et cette inertie, elle est inévitable parce que c'est la manifestation de l'impossibilité de l'unité entre, disons-le, le zéro et l'infini, de l'unité du néant, de l'unité de l'absolu. Cela est toujours, il y a toujours cette dualité et il y aura toujours cette dualité. L'infini sera toujours exclu du zéro, alors que l'infini n'exclut pas le zéro. Le zéro est toujours intérieur à l'infini est toujours extérieur au zéro, et ça ne changera jamais. Mais du point de vue du zéro, est d'être infini, et de devenir infini. La nécessité absolue pour la nullité de devenir infini, ça demande à être médité, ça demande à être compris, ça demande à expliquer. On ne va pas rentrer dans le détail, Ouais, tout à fait. insister là-dessus parce que c'est trop abstrait, les gens vont perdre pied, mais si on y réfléchit un peu et qu'on médite un peu là-dessus, on va comprendre que c'est très très simple et très logique et absolument inévitable. La conscience, c'est la séparation entre le centre et l'extérieur, et l'amour, c'est la réunification de l'extérieur L'attraction. par le centre, sans jamais y parvenir, car le processus de conscience, le processus de répulsion est premier et nécessaire absolument, pour une simple raison, on va le dire quand même, même si ça demanderait beaucoup d'explications, uniquement par le fait que l'infini n'est pas une réalité, mais seulement une nécessité. Et pour le comprendre, il suffit de se poser deux questions. Est-ce qu'il existe un nombre infini? La réponse est non. Il n'existe pas de nombre infini. Par contre, il est nécessaire. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres? Ben oui, il est nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres. C'est une image. Exactement. On est bien obligé d'utiliser des images dans le langage mental, mais le résultat de tout ça, c'est que la nécessité de l'infini n'est pas sa possibilité. Il n'y a pas de possibilité d'être infini. Il n'y a pas de nombre infini. Il n'y a pas un moment où on peut dire ah ben, l'infini, c'est ça, quelque chose d'infini. Non, il n'y a rien d'infini. L'infini, c'est une poursuite, c'est une recherche, c'est une nécessité et ça reste éternellement une nécessité. Ça Une ne peut quête. pas être autre chose qu'une nécessité. Et en tant que nécessité, c'est toujours extérieur à, à quoi? Extérieur tout court. C'est extérieur. C'est extérieur à personne, mais au bout du compte, on a l'impression que c'est soi. On a l'impression que c'est le centre, on a l'impression que tout ça. Mais cela change tout le temps. Et chacun d'entre nous est ce sentiment d'extériorité, de l'infini. Ce sentiment Ouais. d'extériorité qui prend la forme d'un univers, justement parce que c'est maintenu en permanence à l'extérieur. Et c'est donc ça qui est à l'origine du processus d'inertie, cette inertie étant la cause de la particule atomique, du grain de matière, de l'impression que la matière est solide et durable. Ah oui, justement, ça fait il y a deux choses qui venaient en explication peut-être différente de ce qu'on connaît de l'atome aujourd'hui, on pourra en parler, et aussi du phénomène d'intrication. Je veux dire, en 1995, à l'université de Genève, les physiciens voulaient démontrer que le temps existait bien. Donc, en prenant un photon et en le séparant parfaitement en deux, comme deux jumeaux photons, ils en ont envoyé un à 11 km, l'autre à 11 km, 22 km d'écart entre ces deux photons. Et ils voulaient démontrer que, bah, en titillant un photon d'un côté, il ne se passerait rien, ou alors il y aurait du temps avant que l'autre réagisse. Et ils se sont aperçus, et ça a été publié, en tout cas la publication a été envoyée par des milliers de scientifiques à ce moment-là, que lorsqu'ils titillaient, ou par exemple ils faisaient disparaître le photon, ou l'emmenaient en haut, en bas, à droite, à gauche, l'autre, dans l'instant, réagissait exactement de la même façon. Or, il y avait 22 km d'écart, et parfois même, ils pouvaient anticiper ce que les scientifiques faisaient à l'autre photon. Ça démontre bien que l'information est déjà là, elle est toujours là, et que cette notion de temps n'existe pas réellement, concrètement. Et Et, pourtant, ils cherchaient à démontrer l'inverse. C'est ça qui était intéressant. ah oui, c'est souvent comme ça. Euh, Avec la mécanique quantique, on trouve plein de choses comme ça, des occasions où on voudrait prouver une chose, en fait, On prouve le contraire. le contraire. Et oui, mais c'est très juste et c'est très intéressant. Avec la nuance, évidemment, qu'il ne s'agit pas d'un photon, il ne s'agit pas de protons qu'on a coupé en deux ou quoi que ce soit. On croit ça, mais ce sont des calculs. Hein. C'est pas des, l'expérience elle-même
existe, mais on ne sait pas exactement ce qu'on fait, puisque personne n'a jamais. Il la nomme photon parce que c'était, voilà, c'est C'est un nom qu'on l'énergie. donne, parce que personne n'a jamais isolé un photon, ou capturé un photon, et puis dire, ça y est, je tiens un photon, je sais ce que c'est qu'un photon, ou je sais ce que c'est qu'un proton, je sais ce que c'est que tout ça. Non, ça ne s'est jamais fait, ça ne peut pas se faire d'ailleurs, mais les expériences contournent cette difficulté et arrivent quand même à des résultats comme ça. C'est Ce très bien. qui m'emmène à parler de l'atome, Franck, justement, ton Oui, regard là-dessus. Parce que ça vient expliquer tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, ton oui, regard sur l'atome. oui. Cette création, d'un côté, c'est la même création de l'autre. Il y a pas vraiment de séparation. Il n'y a jamais eu vraiment de séparation. Tout est dans la conscience. Et la conscience, c'est ici et maintenant. Il ne peut pas y avoir de séparation réelle. C'est pour ça qu'il y a de la télépathie, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent faire de la guérison à distance, etc. Il n'y a pas de distance. Il n'y a jamais eu de distance. Mais bon, c'est l'extériorité apparente de l'infini fait qu'on croit à des distances. Et du fait que ces distances, cette croyance dans les distances est irrévocable et est destinée à s'annuler, mais ne s'annule jamais, puisque l'infini ne peut jamais être atteint, l'infini ne peut jamais être réalisé. Donc l'unité avec l'infini ne peut jamais être faite. Donc il y a toujours extériorité, et c'est cela qui fait l'inertie, qui donne l'impression qu'il y a une particule. D'un côté, on veut aller vers l'infini, de l'autre côté, on ne peut pas aller vers l'infini. Le fait de réintégrer l'infini est éternel. Il dure éternellement. Et par conséquent, la conscience est éternelle. La conscience ne peut pas mourir. Les atomes peuvent se disperser, se disloquer, tout ce qu'on veut, mais en tout cas ce qu'on appelle les atomes, mais la conscience elle-même ne peut pas s'éteindre puisque l'infini sera toujours un but, éternellement un but et jamais autre chose qu'un but. Ce qui nous emmène ce qui m'emmène, moi, à te demander euh, comment considères-tu l'atome? Ses protons, ses neutrons, ses électrons, la manière dont la physique, de manière générale, même la mécanique quantique, explique les électrons, les neutrons, etc., avec ces charges les électrons négatifs, les protons positifs, le neutron neutre. Ça, par rapport à la haute métaphysique, par rapport à Franck Athème, comment tu pourrais définir l'atome, toi? Comment il fonctionne? Très important. Oui, donc l'atome, c'est un problème, une question secondaire. La première question, c'est la particule. Une fois qu'on a des particules et qu'on sait que ces particules sont la rencontre de deux volontés contraires, de deux nécessités contraires, ce n'est pas des volontés, ce n'est pas conscient, ce n'est pas une décision, mais c'est deux nécessités contraires. D'un côté, la nécessité de l'infini, et de l'autre côté, l'impossibilité de l'infini. Donc la nécessité de l'infini, c'est quelque chose qu'on comprend très facilement. Évidemment, il faut qu'il y ait un infini. Évidemment, il faut qu'il y ait un tout. Évidemment, ce tout doit être infini. S'il n'est pas infini, s'il n'est pas tout, ben c'est qu'il y a autre chose. Et donc, ce n'est pas tout, et donc on tourne en rond. Non, non, l'infini est une nécessité absolue. Comme je disais tout à l'heure, la nécessité des nombres. Une infinité de nombres, c'est nécessaire. Mais l'autre aspect de la question, c'est qu'il n'y a pas d'aboutissement à ça. Il n'y a pas de nombre infini. Il n'y a pas de réalité infinie. Il n'y a pas d'espace infini, il n'y a pas d'amour infini, il n'y a pas de quoi que ce soit d'infini. Il n'y a qu'une nécessité d'infinité. Et donc, c'est un mouvement, c'est un but, c'est une recherche perpétuelle qui se fait toute seule. Mais si d'un côté, il est nécessaire d'aller dans un sens, et de l'autre côté, il est impossible d'y aller, eh bien, il y a une particule atomique. Hmm. On appelle une particule, peu importe qu'on appelle ça des quarks, on appelle ça des protons, on appelle ça ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de comprendre le principe d'inertie, la sensation d'inertie, la sensation de frein, ou la sensation d'obstacle. Il y a quelque chose qui résiste, que j'appelle la matière. On a l'habitude de se heurter à cette matière extérieure qu'on ne peut pas traverser et qu'on ne peut pas, dans une certaine mesure, et qu'on ne peut pas faire autrement que constater. C'est la conscience. La conscience, c'est ce phénomène d'inertie entre la nécessité d'être infini et l'impossibilité d'être infini.
Et ça, c'est perpétuel, c'est éternel. Donc cette sensation d'univers matériel est éternelle. Il n'y aura jamais d'extinction de la conscience. Il ne peut pas y avoir d'extinction de la conscience. Et cette conscience n'est jamais née. Elle n'est pas née dans le passé. C'est maintenant, dans l'instant présent, que ça se passe. Parce que ce sont des principes absolus. Tout de suite, maintenant, c'est ça qui se passe. C'est maintenant que se crée l'univers, sous toutes les formes possibles. Chacun d'entre nous est une forme particulière d'univers. Et tous ces univers sont nécessaires, au même titre que tous les nombres sont nécessaires pour réaliser l'infini. On comprend bien ça. On ne peut pas empêcher un nombre d'être un nombre. Entre le 2 et le 3, il y a une infinité de nombres aussi possibles, de fractales. Mais ces nombres sont absolument nécessaires. Sinon, ce n'est pas l'infini. Si vous enlevez un nombre à l'infini, c'est plus l'infini. Par contre, c'est toujours une progression vers l'infini. C'est jamais stop, ça y est, on a fini, l'infini est terminé, on a un nombre de nombres infinis. Ça n'existe pas. C'est une perpétuelle progression. Et cette perpétuelle progression exige absolument tous les nombres qui peuvent constituer cet infini. Tous les nombres, c'est une image, c'est une façon de parler. Toutes les réalités, tous les univers, on pourrait dire, toutes les sensations, peu importe. Tout cela est absolument nécessaire. Chacun d'entre nous en est une. Je suis une sensation d'univers. Tu es une autre sensation d'univers. Le moustique qui est sur ta table là-bas, il est une autre sensation d'univers. Et le caillou qui est dans le jardin, il est encore une autre sensation d'univers. Tout ça, c'est la conscience qui se vit en opposition à l'infini d'une multitude de façons, de toutes les façons possibles, parce que toutes les façons sont justifiées. C'est fractal, tout est fractal. Mais la somme de tout cela n'existe pas. La totalité de tout cela n'existe pas et n'existera jamais. Ce n'est qu'une destination, ce n'est qu'un but, ce n'est qu'une énergie. Tout est énergie à cause de cela. Entendez bien cela, car jamais la physique ne pourra expliquer l'énergie. L'énergie n'est pas un processus physique. Les conséquences de l'énergie sont physiques, mais l'énergie elle-même ne peut pas s'expliquer physiquement. Elle est métaphysique. C'est uniquement une opposition de principe entre une nécessité absolue et une impossibilité absolue, et c'est cela qui donne une vitesse de l'énergie, c'est-à-dire un temps nécessaire pour aller d'un état à un autre état, d'un univers à un autre univers. C'est ce que nous faisons tout le temps. Notre progression dans le temps ne consiste qu'à une chose, changer d'univers à chaque instant, sans jamais atteindre un univers infini. Il est bien clair que notre univers en tant qu'être humain est bien plus infini que l'univers du caillou qui est dans le jardin. Son univers, il est beaucoup plus limité. Et les arbres, leur univers, il est beaucoup plus limité. Et les animaux, même, leur univers est assez limité par rapport au nôtre. Et nous, notre univers, il n'est pas limité? Ben si, il est limité. Mais il est beaucoup moins limité que les êtres qui nous sont supérieurs et que nous sommes appelés à devenir, évidemment. Parce que s'il n'y avait pas eu d'animaux, nous ne serions pas. S'il n'y avait pas des animaux, nous ne serions pas des humains. Et s'il n'y avait pas des végétaux, il n'y aurait pas d'animaux. Et ainsi de suite. Et si nous n'étions pas là, il n'y aurait pas les êtres qui nous sont supérieurs. Ils ont besoin de nous. Et eux aussi continuent d'évoluer, comme nous continuons d'évoluer. On est comme ça, tous à la queue leu. On s'entraide mutuellement. Il y a ceux du futur qui nous tirent en avant, et il y a ceux du passé qui nous poussent. Et on les entraîne, ceux du passé. Nous sommes, grâce au fait que nous soyons des humains, les animaux un jour pourront devenir des humains parce que nous allons devenir autre chose que des humains. C'est inévitable. Cette évolution dans le temps est inévitable, elle ne peut pas avoir de fin. C'est vertigineux. On peut se dire, mais ça ne veut rien dire, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de fin à l'évolution? Mais non, il n'y a pas de fin à l'évolution. Il n'y a pas de fin à l'évolution parce qu'il n'y a pas de fin à l'infini. L'évolution, elle est infinie. Elle est Et quand, illimitée, plus exactement. quand tu parles de futur qui tire aujourd'hui ce que nous sommes et le passé qui nous pousse, du coup, tu mets un mot, tu parles de futur, tu parles de passé. Tout à l'heure, on parlait de l'instant présent, du moment. Peut-être qu'il y en a qui peuvent se poser la question, mais oui, mais s'il nous dit qu'il n'y a pas de passé, pas de futur, alors pourquoi ceux du futur, pourquoi ceux du passé? Euh, Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation? Mais c'est toujours c'est la même histoire. La mémoire. S'il n'y a pas le 25, il n'y a pas le 24. Et s'il n'y a pas le 24, il n'y a pas le 25. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une image pour pouvoir poser les choses dans le mental
d'une façon un peu compréhensible, parce que c'est extrêmement difficile à comprendre et à accepter toutes ces choses-là, évidemment. C'est contraire à tout ce qu'on a appris, c'est contraire à tout ce qu'on croit vivre au quotidien, mais c'est pas grave. Si on cherche, c'est parce que ce qu'on croit n'est pas vrai, sinon on ne chercherait pas. Ce à quoi on est attaché habituellement, c'est pas la solution. On cherche la solution. Donc la solution, une fois qu'on la donne, le mental se dit, eh ben, non, c'est pas ça, moi je suis habitué à autre chose. Je suis habitué à que la matière existe, je suis habitué à ce que on naît, on meurt, il y a un passé, il y a un futur, tout ça, bon, ok. Mais ce ne sont que des impressions, ce ne sont que de l'illusion, c'est dans la conscience tout ça. Ce qui compte, c'est le processus, c'est de comprendre le processus qui nous fait créer toutes ces illusions. C'est ce qu'on est en train d'expliquer, évidemment. Donc temps, le passé, le passé est indispensable pour que le futur soit, évidemment, ça se comprend très facilement. Et le futur est indispensable pour que, et permet au passé de se maintenir. Mais dans l'instant présent, pas hier, pas demain. Voilà, Dans l'instant présent qu'il y a tout se passé, sous forme de mémoire. Et notre mémoire. corps, c'est l'ensemble de ces mémoires. Tu disais d'informations, c'est la même chose. C'est une accumulation d'informations, de mémoires qui sont dans le présent. Ce n'est pas du passé. Les animaux sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'on est des humains qu'il n'y a plus d'animaux. Espérons en tout cas. C'est pas parce que il y a des végétaux qu'il n'y a plus de cailloux, qu'il n'y a plus de minéraux. Non, et pourtant, bah évidemment, puisque les végétaux sont constitués de minéraux, et nous aussi on est constitués de minéraux. Donc s'il n'y avait plus de minéraux, on ne serait pas là. S'il n'y a plus d'animaux, ben, on ne serait pas vivant. Et c'est la même chose pour les extraterrestres ou les archanges ou tout ce que vous voulez qui sont au-dessus de nous. Si on n'était pas là, ils ne pourraient pas exister. Nous les constituons. Nous sommes une partie d'eux. Comme le 25 est une partie du 34. S'il n'y a pas le 25, il n'y a plus de 34. Désolé, c'est impossible. Plus tu parles depuis tout à l'heure et plus j'ai l'image de Matrix qui vient, tu sais, le film Matrix, où cet enfant qui a le crâne rasé lui dit que c'est pas tant de savoir si la cuillère se tord, mais de comprendre que la cuillère n'existe pas. Et, et, et- et- et ça m'amène à la matrice. Tu parles de mémoire, tu parles des archanges, etc., qui ont besoin d'énergie aussi pour être. Euh, c'est quoi ton regard par rapport à cette matrice, justement? Est-ce qu'il y a une matrice artificielle, une matrice réelle? En quoi nos croyances, par exemple, ou ce que l'on voit, croit être la réalité, n'est pas juste aussi une désinformation quelque part, matricielle? C'est une matrice. Nos croyances sont des matrices. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas en plus de la matrice ou de l'univers matriciel un univers réel indépendant de tout cela. L'évolution, ce n'est que changer de matrice perpétuellement. La matrice qui nous fait croire qu'on est des humains, c'est pas la même que celle qui fait qu'un arbre se croit un arbre. Mais c'est une matrice du même ordre. Et c'est une matrice inévitable et éternelle. Simplement, là où je me crois, je passe mon temps à changer de matrice. Ma matrice n'est plus la même maintenant qu'elle était il y a 10 minutes. Parce qu'on sait des choses maintenant qu'on ne savait pas il y a 10 minutes. On a vécu des choses, on a des mémoires différentes, etc. Les gens qui nous écoutent, si ils n'ont pas été largués, qu'ils n'ont pas perdu pied avec toute cette information, eh bien, leur matrice n'est plus la même. Leurs croyances ne peuvent plus être les mêmes exactement. Elles ont changé. Et elles changeront encore beaucoup plus s'ils veulent bien en comprendre encore davantage. Et c'est sans fin, évidemment, puisque l'évolution est sans fin. Donc, on ne peut pas arrêter d'évoluer. On change tout le temps de matrice. Alors, on peut mettre la responsabilité de cette matrice sur des choses extérieures, mais ça ne sert à rien puisqu'il n'y a que soi. Il n'y a que l'être, il n'y a que la conscience. Et la conscience est une fabrique de matrices perpétuelles. Elle n'arrête pas de créer matrice après matrice, comme les nombres. L'infini en tant que but est une création de nombres perpétuels. Il n'y a pas de fin. Et chaque nombre, on peut se dire, bah, moi je suis le 24, c'est super. Bah, le 25, je l'ignore, je ne le connais pas, je ne le verrai jamais. Mais le 23, il est nul. Moi, le 24, c'est beaucoup mieux. C'est une matrice, c'est une croyance. Mais en réalité, ce 24, il ne va pas rester 24. Il ne peut pas. Le 25 le tire en avant. Et il est déjà potentiellement là. Et il va être vécu, évidemment. Tout va être vécu.
tout a vocation à être vécu petit à petit. En quoi la compréhension du temps, de ce changement de matrice, peut aider les uns et les autres à peut-être se rassurer sur ce qu'est cette réalité énergétique ou de conscience? En quoi ça peut les aider dans leur incarnation? En quoi ça vient soutenir et continuer à faire grandir l'être humain dans son évolution? C'est De d'une comprendre ces importance notions-là. capitale. C'est d'une importance capitale. La preuve, toute l'évolution jusqu'à l'humain, on ne se posait pas trop de questions. On fait les choses au jour le jour comme on peut. Et puis avec l'humain, on commence vraiment à se poser des questions. Mais l'humain, quand il se pose des questions, il faut qu'il y réponde. Et il met du temps à y répondre. C'est toute la quatrième dimension, ça. La dimension humaine, mentale. Euh, c'est un besoin absolu qui était déjà présent dans le caillou, qui était déjà présent dans l'arbre, mais ça ne pouvait pas se manifester. Il n'y a qu'à partir de l'humain que ça commence à se manifester, qu'on se pose vraiment des questions et qu'on peut trouver des réponses. Une fois qu'on a trouvé les réponses, on passe dans une autre dimension qu'on appelle la 5D, la cinquième dimension. C'est une autre matrice, c'est une matrice où la compréhension est à peu près totale et donc où la paix s'installe. Quand on parle de bon, on dit ces univers de paix ou ces paradis terrestres, etc., qu'on attend, ère du Verseau, etc., ce n'est que ça. C'est lorsqu'on a compris. Parce qu'une fois qu'on a compris, on a compris à l'avance l'unité avec le monde extérieur. Je suis le monde extérieur. C'est ce que disait d'ailleurs Krishnamurti il y a quelques dizaines d'années. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Ce qui est de nouveau, c'est l'explication et la démonstration. Par contre, le fait d'en avoir l'intuition, ça, c'est pas nouveau. L'être humain, depuis la nuit des temps, il a cette intuition que je suis l'univers et que l'univers est en moi. C'est normal, c'est la vérité. Krishnamurti disait donc euh, ce que je crois être observé, c'est cela l'observateur. Ce que je crois observer, c'est cela l'observateur. Ça veut dire je suis l'univers. Et Vivekananda, il disait au début du XXe siècle, partout où se tourne mon regard, voilà, je suis cela. Partout où se tourne mon regard, je suis cela. Donc on peut vivre avec cette conscience. On peut vivre en sachant qu'on est le tout. Mais ça n'empêchera pas qu'on se croira toujours limité et qu'on se croira toujours un être humain, jusqu'au moment où on ne se croira plus des êtres humains, mais quelque chose au-dessus des êtres humains. Et tu me demandes à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut faire de bien à quelqu'un d'avoir compris? Mais toute l'évolution nous pousse à comprendre. L'évolution, elle ne fait que ça, ne fait que nous pousser à interpréter des informations et à intégrer le monde extérieur et à communiquer avec les autres pour pouvoir me dire je suis lui, je l'aime, c'est une partie de moi, donc je suis solidaire avec lui, je suis en unité avec lui. Et c'est ça qui change tout dans la vie. Parce que tant qu'on est dans le mental et dans la séparation, ben, l'autre c'est un concurrent, l'autre c'est à la limite un ennemi, l'autre on l'ignore, on ne veut pas le savoir, c'est moi qui ai raison. Peu importe si l'autre souffre, moi j'essaie de m'en sortir. Ça c'est la vie dans la 3D et la 4D, mais pas dans la 5D, parce que dans la 5D on a compris. Donc dans la 5D on est solidaire, dans la 5D on s'aime, dans la 5D on ne cherche pas à avoir raison par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. J'affirme des choses parce qu'elles sont vraies, mais je ne cherche pas à convaincre, je ne cherche pas à avoir raison. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si on arrivait à démontrer le contraire, je serais ravi. Des tas de gens ont essayé de démontrer, de montrer les limites de ce raisonnement. Ils n'ont pas réussi. Hein. Ils y reviennent toujours, mais ça leur fait très peur en réalité, parce qu'on a peur de comprendre. On a peur de comprendre, et c'est pour ça qu'on se maintient dans la souffrance, dans l'opposition, dans la guerre et tout ce que vous voulez. Euh, c'est parce qu'on a peur de comprendre cette réalité-là, cette éternité, cette toute-puissance et cette solitude de l'être. On a peur de ça.
Donc on fait tout pour freiner des cas de fer. Et donc on s'invente des théories, d'autres, on essaie de maintenir des matrices à tout prix, etc. Euh, et si tu me demandes qu'est-ce que ça va apporter, ben, ça va apporter la paix. La sensation, une sensation de paix qui sera beaucoup plus ancrée dans le quotidien pour tout le monde. C'est plus qu'une sensation, c'est une réalité de paix. C'est Ok. une paix réelle. C'est une paix avec l'univers, avec l'autre. Parce que l'autre, c'est déjà soi. Et c'est soi aussi bien dans ce que je perçois à l'extérieur, les animaux, les végétaux, tout ça, pour lesquels je dois avoir la plus grande solidarité, et le plus grand amour et la plus grande euh, compassion, etc. Mais c'est ce que je perçois, parce que ce sont mes mémoires, c'est ce qui constitue mon corps. Donc, mes organes des sens sont constitués pour percevoir cet univers qui est mon passé, et pour reconnaître que j'aime mon passé, que je suis dans la gratitude par rapport à ce passé, et que je fais tout pour aider ce passé à élever ses vibrations et à devenir plus évolué, plus en paix, et à souffrir moins. C'est ça la mission qu'on a chacun sur Terre. Mais une fois qu'on est, une fois qu'on, chaque fois qu'on grandit, on aide à réduire les souffrances de ce qui nous précède. Ce n'est pas toujours le cas. Pendant longtemps, les êtres humains, dans la quatrième dimension, ils augmentent la souffrance. Chez les animaux, chez les végétaux, chez tout ça, ils créent énormément de souffrance. C'est une façon pour eux aussi de prendre conscience des choses et un jour de sortir de ce comportement-là et d'être dans la paix et dans la joie et dans la solidarité et dans la bienveillance, etc. par rapport à tout ça. Et ça vient évidemment, s'il y a des gens comme toi qui organisent des conférences pour parler de ces choses-là, c'est parce que c'est le moment des révélations. C'est le moment que tout ça se fait et que l'être humain va passer dans la cinquième dimension. Après, est-ce que tu crois que dans la cinquième dimension, il va se demander qu'est-ce que ça m'a apporté d'être dans la 5D par rapport à la 4D? Ça m'a apporté beaucoup dans la 4D. J'arrêtais pas de me morfondre et de me demander ce que je foutais là et à quoi sert la vie et qu'est-ce que c'est que le sens et d'avoir peur de la mort etc. Et de faire souffrir mon prochain pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Et puis là, après, c'est cool, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'unité, la solidarité. Euh, la différence, elle est considérable. On est là pour faire reculer la souffrance, on est là pour élever les vibrations, on est là pour être dans la gratitude, dans la joie, pas pour être tout le temps en train de s'opposer les uns aux autres. Alors, tant qu'on n'a pas compris, on s'oppose les uns aux autres, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on croit que l'autre est extérieur et que ce n'est pas moi. On n'a pas compris qu'il est dans la conscience. On n'a pas compris qu'on a besoin de son passé pour être ce qu'on est maintenant. On peut maltraiter les animaux sans se rendre compte que s'il n'y avait pas d'animaux, il n'y aurait pas d'humains. C'est immense, évidemment. Si l'homme cherche, c'est parce qu'il sait très bien au fond de lui que c'est la clé, que c'est sa mission, que c'est. Alors, on change de fréquence, en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est simplement que à partir du moment où on modifie sa fréquence et qu'elle continue à grandir, il y a des choses qui vont nous apparaître évidentes, qui n'étaient pas évidentes avant, et puis on va se poser encore d'autres questions ensuite pour continuer à aller de plus en plus loin. Oui, mais ce n'est plus dans le domaine de la compréhension. Le domaine de la compréhension, c'est entre la 4 et la 5. Après, c'est de la pratique, c'est de la mise en œuvre de cet amour qui va grandir éternellement. Il n'y aura jamais de limite à la progression de l'amour, mais tout cet amour va être fondé sur la même connaissance, la connaissance de l'unité, la reconnaissance de l'unité, qui n'empêchera jamais la sensation qu'il y a un univers à l'extérieur et qu'il y a des êtres à l'extérieur. Cette Voilà. sensation, elle est éternelle, la conscience est éternelle, la répulsion est éternelle. Mais dans le cadre de cette sensation que le monde est extérieur, la relation avec l'extérieur a changé complètement, c'est devenu un amour infini, de plus en plus infini. Mais il n'y a pas de limite à l'amour, il peut être de plus en plus grand, il n'y a pas de problème. L'amour dans une galaxie, la galaxie c'est nous-mêmes dans le futur, il est bien plus grand que celui d'un être humain. Et pourtant, il continue d'être en relation avec d'autres galaxies. Et ainsi de suite. C'est sans fin, c'est sans fin. Et, et c'est cela qui nous permet oui, devenez ce que vous êtes. C'est Nietzsche qui disait ça, soit deviens ce que tu es. Évidemment, on a besoin de se reconnaître
source d'amour infini. On ne réalisera jamais l'amour infini, mais on est la source d'amour. Et on n'est que ça. La conscience est la source d'amour. Pendant longtemps, elle se renie elle-même, en n'étant pas source d'amour. Puis petit à petit, bon, bah, on finit par comprendre qui on est. Et voilà. Et c'est beaucoup plus de paix, c'est beaucoup plus de joie, c'est beaucoup plus de sérénité, de tout ce que tu veux, évidemment. Et beaucoup moins de souffrance à l'extérieur, c'est évident. C'est pour ça, non? On évolue, c'est pour souffrir moins, pour faire souffrir moins. Pas de souci avec ça. La conscience est source d'amour infini. Bah oui, à l'infini. Il n'y a que ça, il n'y a que la conscience. Et cette conscience ne vit que de l'amour, sous des formes qui sont parfois très primitives. Parfois, de bouffer son voisin, c'est une forme d'amour très primitive. Alors nous, comme on est bien au-dessus et qu'on bouffe plus son voisin, on dit ah, c'est des salauds, c'est des cannibales ou je ne sais pas quoi, ou de manger des animaux, etc. Mais c'est une forme d'amour, c'est d'intégration. C'est comme un végétal qui Oui, absorbe les rayons du soleil et les sels minéraux de la terre. C'est pas un cannibale pour ça. C'est simplement parce que c'est son niveau de conscience, son niveau d'évolution qui lui impose d'absorber l'air, etc., et les minéraux, et ainsi de suite, pour grandir, dans le but de grandir et d'évoluer et de découvrir d'autres choses. oui, C'est c'est pareil. important d'expliquer ça, Franck. Effectivement, quand tu dis, bah, avant, le fait de bouffer son voisin, c'était un acte d'amour, c'était une manière qu'a la conscience d'aimer. Je pense que c'est important, effectivement, de mettre le focus sur ce que tu es en train de dire. Et c'est parce que Et oui. dans l'inconscient collectif, dire, bah, si tu bouffes ton voisin, tu as un espèce de cannibale dégueulasse. Comment tu peux manger ton voisin? Et on ne peut pas appeler ça de l'amour. Et oui, pourtant, s'il n'y avait pas eu les cannibales avant nous, on ne serait pas là aujourd'hui pour dire ah, moi je vous aime, je vous prends dans les bras, etc. C'est indispensable. Et c'est pas pour ça qu'il faut y rester. On est là pour évoluer. Donc, mais évoluer, ça consiste à aimer son prochain, c'est-à-dire aimer tout son passé. Et un caillou, s'il n'y avait pas de minéraux, comment on serait là? S'il n'y avait pas de cailloux, s'il n'y avait pas de minéraux, s'il n'y avait pas de métaux, s'il n'y avait pas de tout ça, on existerait? Pas du tout. Et qu'est-ce que c'est leur forme d'amour à eux? Ben, c'est ce qu'on appelle la gravité. Le caillou, il va rester collé au sol. Il ne peut pas faire autrement. Une planète, elle va essayer de se coller à une autre, et puis comme elle ne peut pas, parce qu'elle est en répulsion aussi autant qu'en attraction, elle va se mettre à tourner autour. Euh, c'est aussi notre cas en tant qu'être humain, parce qu'on sait qu'on veut aimer quelqu'un, mais comme on n'ose pas le dire, ou qu'il y a des résistances, tout ça, on lui tourne autour aussi. Ça ne change pas grand-chose. Euh, Bon, bref, ça, c'est les formes d'amour depuis ce qui est de plus primitif jusqu'à ce qui est de plus évolué. Ce qui est de plus évolué, c'est sans fin. Et donc, il y a des êtres aujourd'hui qui nous attendent, qui nous regardent, qu'on ne voit pas, puisque nos organes d'essence ne sont pas faits pour voir notre futur, ils sont faits pour voir notre passé. Exactement. Donc, on voit tout notre passé autour de nous, les animaux, les végétaux, les humains, etc. Les cailloux. Mais ce qu'il y a au-dessus, on ne les voit pas. Mais ils sont là, évidemment, où voulez-vous qu'ils soient. Les minéraux, ils sont là. Ils sont dans notre corps, les minéraux. Ils ne sont pas ailleurs. Ils ne sont pas partis. Tout prétexte qu'on est devenus des humains. Absolument pas. Donc, eux, ils sont là. Ils nous attendent. Ils se décident à nous regarder. Ils se décident à aimer un peu plus leur prochain pour qu'on puisse communiquer entre nous. Parce que euh, sinon, on les met en danger. S'ils apparaissent ici aujourd'hui parmi nous et que nous, on continue à être des cannibales, bah, ils n'ont pas intérêt à s'attarder. Hein. C'est clair. Donc, ils nous laissent, mais ils nous donnent des informations. Et comme par hasard, tout ce que je vous dis là qui vous paraît peut-être bizarre aux gens qui nous écoutent, hein, d'où est-ce que ça vient d'après vous, sinon du futur? C'est évident. C'est évident. C'est la connaissance qui est largement répandue et comprise dans la 5D. Et la plupart des étoiles que nous percevons dans le ciel, c'est justement sous forme d'étoiles qu'on les voit parce que c'est en général la 5D. Il y a des deux dimensions qu'on ne voit pas, qui sont pas encore perceptible, mais le cosmos, c'est un état intermédiaire. Et dans l'ensemble, les étoiles, les planètes qui sont habitées autour de ces étoiles sont des planètes qui vivent la 5D. Il y a aussi de la 3D, beaucoup de 3D, hein, des reptiliens, tout ça. Mais c'est résiduel par rapport au fait que ces planètes-là sont vivent déjà la connaissance.
déjà, et elles essayent de nous communiquer des choses. Elles communiquent, il y a des choses. Elles n'arrêtent pas de communiquer des choses. Il y a plein de gens qui reçoivent des informations la nuit quand ils dorment, et puis ils ont des visions, ils se disent: ah, j'ai découvert quelque chose, j'ai compris quelque chose, ou j'ai ressenti des choses. Ce sont des messages qui nous sont envoyés pour nous aider à évoluer, parce qu'ils ont besoin qu'on évolue. Comme ça, eux, ils peuvent grandir aussi. Si on n'évolue pas, c'est impossible, hein. Je parle comme si c'était possible, mais c'est une façon de parler. Si nous, on n'évolue pas, on ne les pousse pas en avant. Et si eux, ils n'évoluent pas, ils ne nous tirent pas en avant. On est complètement solidaires les uns des autres. C'est pour ça qu'on est. Euh, qui nous attendent, qu'on dit qu'ils nous attendent. C'est une façon de parler, mais ils attendent qu'on soit à leur hauteur pour communiquer avec eux. Du même point de vue que sur la Terre, il peut y avoir des manipulations, des fausses croyances, la désinformation, et cetera. Sur le plan invisible de l'astral, il existe aussi ce genre de phénomène, d'entités, de fréquences qui peuvent nous induire aussi en erreur, nous faire croire à des choses. Comment toi, c'est quoi ton regard là-dessus aussi? Euh, Ah, mais dans la conscience, il y a tout, Il y a tout. potentiellement. Donc, on est, quand je dis que nos organes d'essence sont organisés avec les informations, avec les, les- les- les principes qu'on a déjà intégrés avec nos mémoires, Ouais, ça du nous passé. permet de vivre un certain niveau de vibration, avec certaines couleurs, avec certaines consistances, avec certaines résistances, etc. Mais pas au-delà. On perçoit tout ce qui est notre passé. Mais au-delà, c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. De toute façon, c'est la même conscience. Donc il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, soit qui viennent du futur, et je ne sais pas ce qui manque, il y en a plein, il y en a quelques millions sur la Terre, soit qu'ils sont euh, à la limite et qu'ils ont la capacité de faire des incursions, ou qui sont morts suffisamment souvent et réincarnés suffisamment souvent pour avoir gardé des habitudes de contact avec des niveaux supérieurs. Ben dans ce cas-là, ils peuvent, en tant que terriens, avoir des informations, vivre des choses, etc. Et d'autres plus, qui sont plus incarnés euh, peuvent intervenir aussi dans des niveaux inférieurs. C'est plus difficile pour eux, mais c'est faisable. Ou d'autres qui sont déjà habitués à vivre dans des dimensions très élevées, comme la sixième en général. Enfin, c'est des définitions, il faudrait qu'on en parle. On en parle un peu dans le bouquin, dans ce bouquin-là, qui est justement celui où on explique comment, pourquoi et sous quelle forme toutes ces informations sont venues du futur, de la cinquième dimension, pour aider les humains à interpréter et à comprendre les choses et à se comprendre eux-mêmes. Et euh, c'est certain que c'est- toutes ces, toutes ces informations, il faut une antenne pour les recevoir. Donc tout le monde a vocation à être une antenne pour les recevoir. Après, c'est une question de peur, c'est une question de désir, c'est une question d'habitude, c'est une question d'entraînement, c'est une question de tas de choses. La méditation, que tu fais beaucoup, tu enseignes, etc. Ces méthodes-là sont des méthodes pour s'ouvrir au cosmos, s'ouvrir à l'extérieur et s'ouvrir au futur, en quelque sorte. Et donc, il y a des gens, subitement, suite à une méditation ou un exercice, ils vont recevoir des informations qu'ils n'auraient jamais reçues sinon, évidemment. Donc, il faut des antennes pour recevoir ces informations. Là où il y a une antenne, on le reçoit, on peut écrire un bouquin avec, et puis là où on ne les reçoit pas, là où on n'arrive pas à les entendre, eh ben, on n'a pas l'habitude de les entendre, donc on ne peut pas faire ça. Elles ne sont pas claires, elles ne sont pas enregistrées. Donc, il y a des informations dans tous les sens. Et il y a aussi notre futur, notre passé qui intervient, parce que notre passé a besoin de nous tirer vers le bas. Ça, c'est le côté, il nous pousse vers le haut. Nous, on le tire vers le haut. Mais le passé, il a son inertie, sa résistance matérielle. Donc, il ne veut pas qu'on évolue. Il y a une partie de lui qui ne veut pas qu'on évolue. C'est ce qu'on appelle le monde des reptiliens, la troisième dimension, qui est une dimension animale, qui ne veut pas que l'être humain passe en 5D. Donc ils interviennent sous une forme ou sous une autre pour nous faire peur, pour nous dévorer, pour nous donner des émotions négatives avec la télévision, avec tout ce qu'on veut, toutes les manipulations qu'on peut subir.
pour freiner notre évolution. Et cela fait partie du jeu, évidemment, puisque ça fait partie de la résistance, de On l'inertie. appelle l'involution aussi? On peut appeler ça l'involution? C'est jamais vraiment une involution. Oui, jamais vraiment une évolution. On ne recule pas dans l'évolution. Quand une mémoire est acquise, elle est acquise. Même si on l'oublie ou qu'on en fait abstraction, elle est là. Donc il n'y a pas véritablement d'involution. Par contre, il y a toujours un freinage plus ou moins intense, Mmh. peur plus ou moins intense d'évoluer. Donc on va jouer sur les peurs pour que les gens ne changent pas. On va jouer sur la séparation entre les individus pour que les individus ne s'aiment pas. Et ça, ce sont des dimensions de la troisième dimension qui essayent de nous maintenir vers le bas parce que eux-mêmes sont pétris de peur et ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas qu'on les sorte de leur troisième dimension, alors que nous, c'est notre boulot de le faire. Nous, on peut le faire que si on les aime. Et c'est pas facile, parce qu'en général, on a de la rancune, on veut se venger de ces êtres-là, on veut les chasser, etc. Alors qu'en fait, ils sont là aussi bien que les cannibales. On ne peut pas y échapper. Il y en a. Et il y en aura toujours. Il y a toujours eu des guerres et il y aura toujours des guerres. Mais pas là où vous êtes, selon votre niveau de vibration. Si votre niveau de vibration, il est d'être dans la paix, vous serez dans la paix. Et puis c'est tout. Mais vous n'empêcherez jamais que le passé existe. C'est pas parce que vous serez du 59 que vous empêcherez le 22 ou le 23 d'exister. Sinon, vous n'existez pas non plus. Donc la question, c'est peut-on voyager dans le temps, Franck? Oui, on peut conclure là-dessus? Ben, si tu veux. Mais est-ce que j'ai dit autre chose depuis le début? On peut, Non. évidemment, on passe notre temps à voyager dans le temps. On ne fait que ça. Il n'y a pas d'espace, puisque tout est la conscience ici et maintenant. L'espace, c'est une illusion totale. Ce qui existe, c'est le fait de voyager dans le temps. Alors, il y a deux sortes de voyages dans le temps. Il y a le voyage dans le temps naturel et habituel qui est quotidien, où d'instant en instant, on change d'univers. Donc c'est un voyage dans le temps, puisque chaque fois qu'on change d'environnement, d'univers, de pensée, etc., on est dans le futur par rapport à ce qu'on était avant. Hein. Donc on passe notre temps à évoluer dans notre futur, mais on passe aussi notre temps à évoluer dans notre passé, qui est toujours présent et donc dans lequel il est assez facile de circuler. Les mémoires dans notre vie actuelle, c'est très facile. Dans les vies antérieures, c'est déjà un peu plus difficile. Mais si je vais vous demander d'aller vous rappeler de ce que vous avez vécu en tant que dinosaure, là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est clair. Et pourtant, le dinosaure, il est toujours là. Parce que si le dinosaure n'était pas là, on ne serait pas des humains. C'est une forme multidimensionnelle aussi. Oui, on est multidimensionnel. Donc on ne peut pas ne pas aimer les dinosaures. Ça voudrait dire quoi? C'est comme si on disait je déteste mes ancêtres, il faudrait que mes ancêtres n'aient jamais existé. C'est exactement la même chose, c'est complètement idiot. Heureusement qu'on a eu des ancêtres. Alors peut-être les ancêtres, ils se massacraient entre eux, ils se torturaient, on n'en sait rien, évidemment. Mais il n'empêche que si on est aujourd'hui sur le point de passer en 5D, c'est parce que ils étaient là. Et même s'ils se sont torturés ou s'ils sont violés, etc., bah, c'est comme ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas le faire. Et voilà. Et donc, on ne peut que vivre l'amour par rapport à tout ça. Alors, circuler dans le passé, c'est relativement facile. Il y a plein de gens qui savent le faire. Se rappeler des vies antérieures, circuler dans des sphères comme ça. Dans des sphères du futur, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, puisque nos sens n'y sont pas habitués. Nos sens ne sont habitués et ne sont construits que par notre passé. Donc, arriver à circuler dans le futur, ça ne court pas les rues. Mais il y a des gens qui y arrivent, parce que ces gens qui y arrivent, c'est quoi leurs caractéristiques? C'est qu'ils sont plus en adéquation avec l'instant présent, c'est-à-dire qu'ils sont plus la conscience tout entière que le commun des mortels qui croit seulement un ego. Je crois seulement une personne et je ne sais pas que je suis la conscience tout entière. L'ego, c'est une limitation dans la conscience. C'est un destin, c'est une personnalité à laquelle on s'identifie. On a besoin de s'identifier parce que sinon on serait infini. On ne peut pas être infini. Donc on a C'est tout le forcément une paradoxe. personnalité, on a Le forcément un ego. paradoxe. Bah oui, ouais. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on se croit bec et ongle cet ego et qu'on le défend bec et ongle, c'est sûr qu'on ne va pas circuler dans le temps. Mais si on est déjà éveillé par rapport à ça et qu'on sait qui on est, qu'on sait qu'on est la conscience, et on peut prendre l'habitude, bon, diverses façons, divers entraînements ou pas entraînements, ou ce que vous voulez, on peut
évidemment, circuler partout dans la conscience. Si je voulais, il y a des gens, les chamans par exemple, eux, ils ont l'habitude de circuler dans le passé. Ils vont se mettre dans le corps d'un aigle ou dans le corps d'un renard, ou peu importe, ou d'un arbre. C'est une façon de circuler dans le passé. Et ils vont vivre les émotions, les comportements de ce passé. C'est très intéressant. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde pourrait avoir des comportements chamaniques. Simplement, le chaman, il ne va pas dans le futur. En principe, il ne va pas dans le futur, mais il y a des gens qui peuvent y aller aussi. Mais aller dans le futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire être complètement, suffisamment dans le présent pour être la conscience tout entière. Et donc être capable de circuler aussi bien dans le passé que dans le futur. Et pour circuler dans le futur, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus rare. Il y a des gens qui arrivent. Et ça ne sert à rien d'ailleurs. C'est pas du tout, ni voyager dans le passé, ni voyager dans le futur n'est utile. L'important, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma relation d'amour avec le monde que je crois extérieur? C'est la seule chose importante. Maintenant, si on s'intéresse au voyage dans le temps, on peut savoir qu'on voyage tout le temps dans le temps sans le savoir et sans s'en rendre compte et sans que ça ait de conséquences spéciales. Mais vouloir à tout prix voyager dans le temps, ça ne peut être que de l'orgueil ou de la prétention ou du comment dire, de la curiosité, pourquoi pas, mais pas toujours. Ça peut être aussi une façon une mission personnelle pour aider l'humanité. Et il y a des gens aujourd'hui qui font ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont capables de voyager dans le futur, parce que dans le passé, ça a de plus grand intérêt, évidemment, dans ce cas-là. C'est juste de la curiosité pour se familiariser avec des choses passées et pouvoir les aimer davantage. Ça peut te servir. Mais dans le futur, ça peut être pour rendre service à l'humanité et l'aider à monter. Et pour après ramener des informations. Donc, si on ramène des informations du futur et si on a l'habitude d'y circuler, etc., on peut le faire. C'est rare, mais ça existe. Et on en connaît un en particulier, puisque c'est notre copain David Rousseau, qui Et est oui, auteur de ce bouquin. Hein, David walking. Rousseau. Lui, il passe son temps comme ça, toutes les nuits ou très souvent. Il va dans le futur, il va vivre dans des situations pour aider l'humanité ou pour modifier certaines choses ou pour comprendre certaines choses et après ramener les informations ici. Bah, on va avoir une conversation inspirante d'ailleurs avec, David et toi-même, dans un mois à peu près, hein, donc Bah ouais, c'est quel jour exactement, je ne me rappelle plus. Mais nous aurons l'occasion c'est ce qui va le d'en faire de parler aussi de ce livre. ouais, que tu as coécrit aussi, hein? Ah bah oui, j'ai écrit 5 chapitres sur les 6 et lui il en a écrit un, mais c'est très important parce que nous nous confirmons mutuellement. Ces expériences de vie multidimensionnelles confirment que tout ce qu'on dit sur le temps et l'espace, là, euh, concrètement, ça se vérifie. Et inversement, lui, il vit du concret, il témoigne de choses qu'il vit, mais pour l'expliquer, bah, il faut une théorie, il faut comprendre la conscience, il faut comprendre tout ça. Et c'est quelque chose d'assez qui n'existe pas en dehors de ça, il faut bien reconnaître. Nous, à l'UFM, l'UFM, c'est l'université francophone de métaphysique, où on explique, l'université francophone de métaphysique, oui, où on explique tout ça module par module. C'est un enseignement complet qui permet de comprendre tout ça. Mais c'est théorique, évidemment. On n'a pas besoin de faire des expériences particulières. Si on veut faire des expériences, on en fait. C'est pour ça. Alors Voilà. après, on peut avoir aussi, quand tu parlais du futur, les rêves prémonitoires, ou la connexion sur des lignes temporelles où tu vois un futur. Alors tu sais pas forcément que c'est le futur, mais tu as la sensation que c'est quelque chose qui va se produire. Ça en fait partie. Il y a beaucoup de gens, enfin je ne sais pas si toi ça t'arrive, je sais que moi ça m'arrive et à d'autres, d'avoir ces rêves prémonitoires, d'avoir la sensation que quelque chose va se produire, comme une information qui viendrait nous dire: «Bah là où tu en es, voici ce qui va se produire ou ce qui peut se produire». Absolument. Et c'est important la nuance que tu viens de mettre. Donc c'est le 24 novembre hein, que David viendra avec nous. Ouais, Oui, ce que tu dis est important, effectivement. C'est ce qui va se produire ou ce qui peut se produire. Parce que nos lignes de temps changent à chaque instant, elles peuvent changer à chaque instant, en fonction de nos décisions, exactement. de nos attitudes, en fonction du niveau d'amour qu'on manifeste. Amen. Si je manifeste tel niveau d'amour, évidemment, je vais me créer tel destin. Et si je manifeste tel autre niveau d'amour, je vais me créer un tout autre destin. Les deux ont vocation à exister. Si c'est pas moi qui le vis, c'est un autre qui le vivra. C'est pas grave. Mais en tout cas, les rêves prémonitoires peuvent nous avertir qu'on va dans telle direction
ou peuvent nous annoncer qu'on va dans cette direction, qu'on ira effectivement, ou etc. Donc il ne faut pas s'inquiéter que ça se produise ou pas. C'est pas parce que ça va se réaliser ou pas se réaliser que ça enlève quoi que ce soit à la valeur de ces informations. C'est pareil. Toutes les lignes de temps sont possibles à chaque instant. Alors, les choisir, ça dépend que de nous, ça dépend de nos attitudes dans l'instant présent. Suis-je dans la gratitude par rapport à mon passé? Suis-je dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à mon prochain, par rapport aux gens qui m'entourent, aux animaux, aux végétaux, minéraux, etc., aux planètes, aux extraterrestres, à tout ce que vous voulez, ou pas? Suis-je dans l'égoïsme? Suis-je dans la peur? Suis-je, etc. C'est cela qui détermine notre futur. Et si on veut changer notre futur, il faut changer ça. Et donc changer notre ego en quelque sorte, parce que notre ego, c'est une façon d'aimer, c'est une façon de réagir. Je change mes façons de réagir, je change mon destin. Et là, la liberté est totale. C'est pas parce que j'ai eu 10 000 mémoires et que j'ai été un dinosaure pendant un million d'années que je n'ai pas changé et que je ne pouvais pas changer plus vite, plus tôt ou plus tard. C'est absolument différent. Tout est toujours possible. Mais on ne croit pas en général, puisqu'on se met sur des rails, on a des habitudes, on dit moi c'est moi, je suis comme ça, je ne suis pas autrement, donc j'aime de telle façon, je réagis de telle façon, et donc je reste sur les mêmes rails. Et donc à ce moment-là, il est très facile de prévoir le destin. Par contre, si je me dis je ne suis pas cela, je ne suis pas moi, je suis la source d'amour. Pour l'instant, jusqu'à présent, ou aujourd'hui, je me manifeste de telle façon, mais rien ne m'empêche de manifester plus d'amour maintenant que j'ai compris. Et donc, si je manifeste plus d'amour, ça y est, je bifurque, c'est un autre univers que j'ai créé, où il y aura moins de souffrance, il y aura moins de ceci, moins de, plus de, Mmh. plus de ceci. C'est pour ça que l'esprit est créateur de son univers, mais il ne peut pas le créer comme ça, juste par la volonté de l'ego. Ce n'est pas la volonté de l'ego qui va créer l'univers. On ne crée rien du tout par la volonté de l'ego, très peu de choses. Par contre, les attitudes d'amour qu'on manifeste, c'est ça qui les crée. Et donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent qui va créer ce que je vais vivre demain, et non pas ce que j'ai décidé aujourd'hui consciemment de vivre, qui va faire ce que je vais vivre. Pas forcément, ça peut influencer, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quelle est mon attitude par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à tout ça. C'est cela qui détermine ce que j'ai besoin de vivre. Ça change mes besoins spirituels. Mes besoins spirituels, c'est euh, ce qui crée mon destin parce que le but, c'est l'évolution, c'est mon évolution. Et pour évoluer, si je vais ici, ça veut dire que j'ai besoin de faire ça. Ou si je vais là, ça veut dire que j'ai besoin de faire ça pour aller vers le but. Le but est le même pour tout le monde. C'est l'unité, c'est la paix, c'est la joie, etc. Mais nos comportements fait qu'on se détourne plus ou moins du but. Et que donc, ça nous implique un karma, ça nous implique une façon de vivre des expériences ou d'autres expériences selon nos attitudes. Donc, c'est maintenant que je crée mon dessin. C'est maintenant en fonction de mes attitudes, non pas en fonction de mes pensées ou de mes croyances ou de tout ça. Ça joue un petit peu, mais pas beaucoup. Le plus important, c'est mon attitude, jusqu'à quel point est-ce que je suis capable d'aimer. Et à chaque instant, rien ne m'empêche de changer ma façon d'aimer. S'il y a un truc que je n'aime pas, si j'ai un passé qui m'a traumatisé, que je déteste et que je voudrais voir disparaître, ou des parents, ou des amis, ou des choses qui m'ont troublé, ou que je considère comme une malédiction, etc. Si à partir de maintenant, je les aime, c'est fini. Elles n'auront plus d'influence et je m'oriente vers une autre direction d'amour. Si au contraire, je continue d'être dans la haine, ou dans la peur, ou dans la crainte, ou dans le regret, ou tout ce que vous voulez, eh ben je les entretiens. Pourquoi je les entretiens? Parce que l'univers que je crée, c'est l'univers dont j'ai besoin. C'est l'univers que j'ai besoin d'aimer. Si je déteste quelque chose, évidemment, je vais le recréer. Et je le recréerai aussi longtemps que je ne l'aimerai pas. Mmh. OK. Il y a une conclusion à tirer de toute cette conférence sur le voyage dans le temps, c'est celle-là. Si je veux, euh, c'est ma façon d'aimer qui détermine mes besoins spirituels. Et tant que je n'aime pas, je crée les circonstances que je n'aime pas de façon à apprendre à les aimer. C'est pour ça qu'on reproduit très souvent les mêmes circonstances, les mêmes problèmes. Euh, on a vécu de telles conditions avec quelqu'un, c'était l'horreur, et puis comme par hasard, on retombe dans les mêmes problèmes, etc.
tant qu'on n'a pas reconnu que tout cela était nécessaire à notre évolution pour être ce qu'on est aujourd'hui, et qu'on n'est pas dans la gratitude, on reproduit les choses. Le jour où on aime, on n'en a plus besoin. On va Donc, dire que tous les gens qu'on aime vont disparaître, hein. Ça n'a rien à voir. Mais les choses qui me font peur, ou que je n'aime pas, ou que je déteste, ou que je regrette d'avoir vécu, tant que je ne les accepterai pas comme quelque chose de parfait, de nécessaire, d'utile et d'une bénédiction, et que je ne remercie pas pour ça, eh ben, je risque de replonger dedans. Et c'est comme ça qu'on s'incarne et se réincarne à n'en plus finir, avec les mêmes problèmes, les mêmes guerres, les mêmes situations. Donc, si on veut la joie, il faut être dans la joie par rapport à son passé. C'est la clé. Et c'est prenons, pas facile. prenons conscience que nous sommes la source d'amour infini, finalement. Et que Voilà. si on est là, c'est pour continuer à donner toujours plus d'amour. On peut pas se dire, moi je suis l'amour infini, mais bon, il y a quand même celui-là, c'est pas possible. Exactement. Mais bon, c'est un processus. Nous sommes le Eh processus oui, d'évolution nous sommes ce lui-même. processus. Voilà. En tout Et cas, de toute façon, nous sommes amenés à évoluer, nous ne pouvons pas faire autrement. voilà. OK. Ah, Bien, merci beaucoup, Franck. Je trouve que c'est une conclusion parfaite. On va se retrouver effectivement, vous le verrez dans le fil d'informations de conversations inspirantes. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour avoir les dernières infos utiles et puis les dernières conversations, puisqu'on en aura une, comme on le disait tout à l'heure, avec David Rousseau, et notamment ce livre que vous sortez tous les deux en coécriture, on va dire, donc oui, les 7 révélations sur le temps, la conscience et l'exolition. on vous expliquera ce que c'est que l'exaudition. Yes, vous pouvez déjà faire vos recherches, vous aurez quelques prémices de réponse. Oui, il Voilà, est sorti il y a 15 jours, ce bouquin. C'est le moment ou jamais. Il est tout chaud. exact, exactement. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Franck, si quelqu'un, suite à cette vidéo, se dit, mais moi j'ai envie d'apprendre des modules de l'UFM, c'est quoi la haute métaphysique athénienne, j'ai envie d'en savoir plus, comment il fait pour te contacter ou pour avoir des modules, tout simplement, commencer à étudier? Et c'est très simple, il y a un site pour ça, il s'appelle ufm-métaphysique.com. Pour retrouver dans la description. UFM. Tu le mettras dans le commentaire et puis voilà. ufm-métaphysique.com. Sinon, il y a des e-books, des bouquins, tout ça sur le site franck-atem.com. franck-atem.com. Ok. Il y en a d'autres, hein, des sites. Oui, oui, on va trouver, on tape Franck Hatem, même sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos disponibles, ça donne déjà une bonne idée. Et puis sur le site de l'UFM, vous avez effectivement toutes les informations nécessaires. Voilà. Et ben, j'ai envie de dire Amen, Amin, Amon, Aom, Awen, Washté. Voilà, en toutes les langues finalement, ce qui est dit. Am, Merci. Oui, Ayam. I am. Voilà, je suis. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle matinée, puisque le temps n'existe pas, même si on a la sensation qu'il est là. Hein, voilà, on a bien résumé notre conversation du jour. Pensez à vous abonner, à nous suivre. Je vous souhaite une très, très, très belle suite d'évolution. Voilà. Et Franck, bah, on se dit rendez-vous bientôt avec David Rousseau. À très bientôt. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous nos amis qui nous écoutent.